Les gens, on va parler de Zoran, on va parler de Mamdani, on va parler de Zoran Mamdani. Les gens, New York pourrait avoir demain un maire socialiste. Mais un maire, genre vraiment socialiste. Genre pas genre juste du parti démocrate, un petit peu, gna gna gna, etc. Genre un maire socialiste, genre un maire qui, en 2020, faisait des grands tweets comme ça. Alors de quel genre de maire New York a-t-il besoin en ce moment? Moi. En fait, ce qui s'est passé hier, ça a été la primaire du Parti démocrate pour l'investiture, en fait, pour l'élection de la municipalité de New York. Donc, c'était voilà, la primaire démocrate pour, pour les élections municipales de New York. Sachant que quand on parle d'une ville comme New York, qui échoue généralement aux mains des démocrates, la ville de New York, c'est une ville plutôt progressiste, plutôt libérale. Bref, au sein du Parti démocrate, vous n'êtes pas sans savoir, y compris avec tous les trucs qu'on avait avec Alexandra Ocasio-Cortez, etc., qu'il y a des contradictions à l'intérieur du Parti démocrate. Le Parti démocrate qui a été depuis des années en fait un parti ultra-libéral d'accompagnement du capitalisme, mais à l'intérieur, t'as y compris parmi les partis amis qui parfois font campagne pour certains candidats, etc., comme le Working Families Party ou les Democratic Socialists of America, t'as aussi une branche socialiste historique d'ailleurs qui date des années 50, 60, etc., qui a toute son histoire, etc., qui a pour but aussi de faire campagne à l'intérieur du parti et de pousser à chaque fois pour les candidats les plus à gauche. On l'avait vu récemment, en fait, finalement, avec les élections présidentielles aux États-Unis, où tu avais un petit peu ce truc où tu avais toute une aile gauche qui voulait pas de Kamala Harris, mais qui faisait quand même campagne pour Kamala Harris, notamment contre Donald Trump, etc. Et notamment les DSA en faisaient partie. On avait un petit peu parlé aussi du Working Families Party, et en fait de tous ces micro-partis qui gravitent autour du Parti démocrate, à la gauche du Parti démocrate, pour essayer justement de pousser progressivement pour moins d'argent en politique, plus de candidats socialistes, plus d'élus socialistes, etc. Et un changement de ligne à l'intérieur du parti. Changement de ligne qui est d'autant plus important que depuis l'élection de Donald Trump, il y a une espèce de petite, de petite musique qui a commencé à tourner un petit peu partout dans le Parti démocrate, notamment de la part de certains éléphants du Parti démocrate, que l'élection de Trump et l'échec de Kamala Harris prouvaient bel et bien que pour que les démocrates reviennent au pouvoir, il fallait qu'ils se droitisent. Qu'en fait, Kamala Harris avait perdu parce qu'elle parlait trop des trans. Et ça, j'en avais parlé dans un de mes best-of, que oh là là, elle a perdu parce qu'elle parle trop des trans. Et donc, tu avais un élu démocrate qui disait, je crois que c'était un gouverneur, je sais plus, qui disait faut arrêter de parler des trans, c'est à cause de ça qu'on perd. Alors que Kamala Harris n'a jamais parlé des trans. Mais c'était un peu le truc, donc tu as tout un mouvement en ce moment à l'intérieur du Parti démocrate pour droitiser le message, pour essayer de se recentrer, donc de se droitiser, pour gagner les élections au centre, comme un petit peu le Parti socialiste un petit peu en France. Mais tu as aussi toute une aile gauche qui essaye de se bouger, qui se renouvelle, qui veut montrer qu'avec un électorat renouvelé, jeune, libéral, qui en a marre de la politique partisane, qui en a marre du fait que rien ne change, qui est pour une transformation radicale de la société, dans le sens justement de plus de redistribution, plus d'égalité, plus de services publics, etc. En activant ces personnes-là qui existent bel et bien, on peut gagner. Et c'est ce que Zoran Mamdani a prouvé tout au long de sa campagne. Puisqu'en fait, donc Zoran Mamdani, il a mené sa campagne en étant loin d'être le favori. Le favori, c'était Andrew Cuomo, qui était donc l'ancien gouverneur de l'État de New York, qui jusqu'ici s'était mis en retrait de la politique à cause d'accusations d'agression sexuelle. Et du coup, il a décidé de se remettre dans la politique pour devenir maire de New York. Pas forcément le meilleur truc, mais du coup, Andrew Cuomo, qui est main dans la main avec le big business, quoi, qui a reçu des tonnes et des tonnes d'argent de la part de l'ancien maire de New York, Bloomberg, qui avait toute une super PAC. Donc, vous savez, c'est Political Action Committee, qui sont en fait ces espèces de gros seaux d'argent, en fait, où tu fous l'argent. En fait, c'est dans les règles de financement en gros, des partis politiques aux États-Unis. T'as pas le droit de financer directement au-delà d'une certaine somme, mais tu peux financer un intermédiaire qui va s'appeler une PAC ou une super PAC. En fait, une super PAC, c'est un regroupement de plusieurs PAC. Donc, un Political Action Committee. Et donc, en fait, ils financent à bas les Political Action Committee qui vont faire campagne. Donc, ils ne sont pas l'appareil de campagne officiel, et qui souvent s'entendent avec l'appareil de campagne officiel, et qui, en fait, vont faire campagne à la place de l'appareil de campagne avec toute la thune, etc. Donc, c'est un petit peu des appareils de campagne fantômes. La question, c'est si Zoran sera capable de faire ses politiques contre le Parti démocrate et contre les républicains. Alors, bien sûr, là, donc, Zoran Mamdani a gagné la primaire démocrate avec un vote qui est assez intéressant parce que, donc, il était en. Donc, Zoran Mamdani, pour vous le refaire, hein, c'est un socialiste. Il a fait campagne sur le fait de faire de New York une ville abordable, une ville pas chère, une ville dans laquelle la classe ouvrière new-yorkaise peut vivre. Et c'était notamment dans son discours de victoire que j'ai écouté tout à l'heure, il parle notamment de, en gros, sa dernière grosse action de campagne. Il a fait une grande déambulation du nord au sud de Manhattan, donc de l'île centrale un petit peu de New York. Et il parlait du fait que, regardez, on a marché et au fur et à mesure que le soleil baissait, New York continuait de travailler et la classe ouvrière était toujours là pour faire marcher les métros,
pour nettoyer la ville, pour servir les gens qui étaient attablés au restaurant, etc. Et la classe ouvrière continuait de travailler au fur et à mesure que le soleil baissait et que nous arrivions vers la fin de notre périple. Et c'est ça, c'est les travailleurs new-yorkais, etc. Enfin, il a vraiment un discours de classe. C'est la ville la plus chère des États-Unis, donc il y a du boulot. Oui, en plus de ça, c'est vraiment une ville ultra chère où mais comment dire là, les loyers sont mais inabordables totalement, mais qui concentre une grande classe ouvrière malgré tout. Et du coup, une classe ouvrière qui, du coup, est un petit peu plus repoussée vers les extérieurs. Évidemment, Manhattan, c'est ultra cher, du coup, c'est repoussé vers les extérieurs, vers le Bronx, vers le Queens, vers ces quartiers dont d'ailleurs Alexandria Ocasio-Cortez est élue, je crois, elle vient du Queens ou du Bronx, je sais plus, mais voilà. Et donc, il a vraiment mené une campagne de classe et une campagne pour les services publics, pour des bus gratuits, pour véritablement baisser et geler les loyers. Parce que notamment, les appartements qui sont en rent control, donc qui sont un peu genre les HLM, tu vois, genre les appartements qui font l'objet d'un loyer contrôlé slash modéré, mais qui en fait sont absolument pas contrôlés et qu'en fait le loyer dépasse largement les taux de contrôle en réalité et que genre les fameux rent control sont absolument pas contrôlés et genre de promettre un véritable contrôle des loyers pour que New York soit abordable et pour que les travailleurs puissent vivre là où ils travaillent et ne soient pas systématiquement repoussés aux extérieurs, etc., etc. Et donc il a mené une campagne de classe très très intéressante et qui a activé énormément de votants. Alors beaucoup de votants justement dans ces fameux quartiers du Queens, du Bronx, pas vraiment la banlieue mais des banlieues en fait de New York, mais quand même certains électeurs quand même de Manhattan, notamment dans le nord, vers Harlem, etc. Et d'autres qui se sont reportés davantage sur son colistier, entre guillemets, si on peut parler de ça, parce que du coup, pour la primaire démocrate, c'est le même principe que les élections municipales. C'est ce qu'on appelle le ranked choice voting. Donc, c'est un vote où tu ordonnes dans une liste la priorité de pour qui tu veux voter. Ouais, un vote par classement. Et du coup, donc ça ressemble du coup, tu as 1, 2, donc tu as qui en premier, qui en deuxième, qui en troisième position, et tu mets en premier Zoran Mamdani, en deuxième, donc Brad Lander, dont on va parler, en troisième, etc., etc. Et donc, en fonction de ça, tu fais la moyenne. Et en fonction de si tu as été classé premier ou deuxième, tu peux te mettre en tandem. Et donc, notamment, ça a été ce qu'a fait Zoran Mamdani et Brad Lander. C'est que donc les deux sont dit, bon, on se met en tandem l'un avec l'autre. Les votes de l'un iront au vote de l'autre. Donc, classez-moi en premier et classez-le en deuxième. Ou classez-le en premier et classez-moi en deuxième. Mais mettez-nous deux, en fait, en tête de vos classements. Comme ça, in fine, c'est ça, c'est votre préférentiel, c'est ça, votre préférentiel et le second tour est automatique en fonction de pour qui tu votes en deuxième, quoi. Et du coup, si vous nous mettez lui en premier, moi en deuxième, bah même s'il gagne pas le premier tour, bah au second tour, le report de voix, ce second tour automatique va le permettre à celui qui est en tête de passer au deuxième truc, etc. Et ne classez pas Cuomo. C'était aussi le truc, c'était dans votre ordre de classement, excluez Andrew Cuomo de vos classements, comme ça, il perd le maximum de voix au second tour. C'est un type de vote qui est assez particulier, qu'on connaît pas beaucoup en France, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a marché. Et du coup, qui est Brad Lander. Parce que du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que donc Zoran Mamdani, un socialiste, musulman, fils de Mahmoud Mamdani, qui est un chercheur et un penseur décolonial, qui est indo-ougandais, je crois, un truc comme ça. Lui-même musulman, qui a beaucoup écrit et travaillé sur la question de l'islamophobie, sur les musulmans, sur notamment les politiques islamophobes post-11 septembre. Et d'ailleurs, il me semble qui a été aussi pointé du doigt par Mamdani lui-même, lorsque du coup, je vous ai dit que du coup Bloomberg, l'ancien maire de New York, avait filé énormément de thunes à Andrew Cuomo, Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui a mis en place des politiques ultra-islamophobes suite au 11 septembre. Et donc notamment du coup Bloomberg qui est directement visé par les recherches de son daron et donc par la politique de son fils, et ça c'est magnifique. Et la mère aussi qui est hyper stylée, Mira Nair. Donc c'est une productrice et réalisatrice indo-américaine, société de production Mirabai Film est spécialisée dans des films réservés au public international, abordant la société indienne, que ce soit dans les domaines économiques, sociaux ou culturels. Parmi ses films les plus connus sont Mississippi Masala, Le mariage des moussons, lauréat du Lion d'or à la Mostra de Venise, et Salam Bombay, nommé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Enfin bref, donc daron chercheur en études postcoloniales, daronne réalisatrice de films, notamment centrés sur l'Inde, etc. Et donc le fils qui, bref, donc globalement, trop stylé. Et donc tu as Zoran Mamdani d'un côté, qui est donc musulman, et ce qui a énormément de sens, particulièrement en ce moment aux États-Unis, enfin surtout depuis le 11 septembre, mais même un petit peu avant, face à l'islamophobie rampante et écrasante qui est aux États-Unis, et particulièrement depuis le 11 septembre. Et Dieu sait que New York a subi de plein fouet les politiques islamophobes, mais aussi depuis le premier mandat de Trump, avec le fameux Muslim ban, avec les lois
anti-musulmane, mais il est aussi socialiste, qui est quand même une orientation politique qui a été qui a fait l'objet d'une persécution historique aux États-Unis. Et Brad Lander, j'en avais parlé quand on avait parlé des déportations massives d'étrangers, etc., et de toute la question sur la police aux frontières, la fameuse ICE. On avait vu notamment des demandeurs, des gens qui demandaient à être régularisés, et donc qui étaient à New York face au service d'immigration, etc., pour régulariser, pour monter leur dossier, pour être régularisés en tant qu'immigrés, etc., et qui se sont fait arrêter par la police aux frontières. Donc voilà le truc habituel, mais comme on a en France, quand tu veux te régulariser ta situation et que du coup l'administration va te foutre une OQTF parce que si tu te régularises, c'est que de fait t'étais pas régulier, enfin bref. Et donc Brad Lander, c'était notamment l'homme politique qu'on a vu se faire également arrêter par ICE, point d'interrogation, ou du moins la milice qui s'était fait passer pour ICE à ce moment-là. La milice fasciste qui avait été utilisée par ICE pour faire les rafles, ou on sait pas trop, parce que ces gens-là globalement étaient masqués, pas identifié et totalement intraçable. Donc Brad Lander lui-même, qui est un juif progressiste, socialiste-ish, moins radical que Mamdani, mais quand même avec des politiques sociales dans ses différents programmes. Ah, il y a du Working Families Party, ok d'accord. Donc le Working Families Party, qui est donc un parti socialiste, qui est donc dans ces fameux satellites de gauche dont je vous parlais à l'instant. Mais qui pour le coup a apporté aussi, il y avait une interview de Brad Lander et Zoran Mamdani à l'antenne de Stephen Colbert. Vous avez le Late Show là dont on entend parler, le fameux Late Show de Stephen Colbert, où ils sont tous les deux et ils viennent présenter justement un ticket de Mamdani, il est antisioniste, Brad Lander, il est critique de Netanyahou, on va dire sioniste de gauche, en mode c'est horrible ce que fait Netanyahou, c'est un génocide, etc. Enfin, il n'y a pas de mal à le dire, hein. Globalement, c'est pas Golem non plus, hein. Mais tout en ayant plus de mal à parler de l'État d'Israël comme un État fondamentalement problématique, etc. Et du coup, les deux qui se présentent antiqués l'un avec l'autre, tous les deux avec un socle commun de leur critique radicale du génocide à Gaza, de la politique de Netanyahou, mais avec des différences les uns et les autres sur la position générale vis-à-vis de l'État d'Israël, mais qui leur a permis en fait de se présenter comme l'amitié entre le candidat musulman et le candidat juif, tous deux progressistes, tous deux socialistes, et qui s'unissent main dans la main pour la belle diversité qu'on a à New York, pour avant tout le besoin du peuple new-yorkais. Et donc tu avais Brad Lander pour dire que voilà, Mamdani n'est pas antisémite, il sera un maire protecteur, y compris pour les juifs de New York, etc., etc. Et voilà, donc ça a été aussi un ticket qui a été assez significatif pour le message que ça a renvoyé. Parce que vous imaginez bien que Zoran Mamdani, candidat musulman pour la mairie de New York, face à des gens qui mènent une politique islamophobe et antisociale depuis des années, il y a eu une campagne totalement islamophobe contre Zoran Mamdani. Bon, les accusations d'antisémitisme, vous vous doutez bien, mais aussi de souligner vraiment son islamité, son côté étranger, etc. pour mettre en avant le fait que ce n'était pas un bon candidat pour les New-Yorkais parce que regarde, c'est un étranger dans le contexte actuel, en plus c'est un musulman, il va être antisémite, etc. Il y a toute une campagne sur le fait que les juifs avaient peur de Zoran Mamdani, ce qui a permis à Brad Lander en fait de parler en fait lui-même à l'électorat juif, mais aussi d'être un pont entre l'électorat juif et Zoran Mamdani. Ce qui est hyper intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a eu vraiment une campagne agressive contre Zoran Mamdani, et lui, à l'inverse, il a mené une campagne vraiment populiste. On en a vu des extraits lors de mon live précédent, mais ça a été vraiment une campagne populiste, avec lui qui fait cette longue marche du nord au sud de l'île de Manhattan, avec des discours vraiment axés sur le social, en mode faire de New York une ville abordable, etc. Il a vraiment fait une campagne de classe, mais aussi une campagne antiraciste, aussi une campagne internationaliste, puisqu'il a notamment dit que s'il était maire de New York, il empêcherait Netanyahou de venir, et que si Netanyahou venait sur le sol new-yorkais, il l'arrêterait pour crime international. Et vous savez très bien que c'est quelque chose qu'il peut parfaitement faire en tant que maire de New York, puisque qu'est-ce qui se trouve à New York? Le siège de l'Organisation des Nations Unies. Donc quand les dirigeants internationaux viennent faire des grands discours au siège des Nations Unies, c'est à New York qu'ils atterrissent. Donc en gros, Zoran Mamdani, il a dit, il atterrit à New York pour x ou y raison pour aller aux Nations Unies, etc. Je vais l'arrêter pour crime contre l'humanité. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Je sais pas, mais en tout cas, ça fait partie de ses promesses. Et donc, il y a eu une campagne intense contre lui. Et ce que je trouve assez marrant, oui, c'est en plus New York, c'est la ville de Trump, lui c'est un candidat vraiment anti-Trump, etc. Enfin bref. Ce qui est marrant, c'est que la campagne, il y a eu une couverture qui est assez intéressante où les gens l'ont un peu réduit comme un candidat TikTok. Parce qu'en fait, fondamentalement, les gens ne réalisent pas comment un socialiste musulman antisioniste peut bien gagner à New York. New York, c'est pas là où il y a des juifs.
C'est pas là où il y a tous les sièges de toutes les banques, etc. Comment il peut être anticapitaliste et en plus antisioniste dans une ville où il y a quand même les sièges sociaux de plein d'entreprises, où il y a c'est qui est vraiment le cœur, un des cœurs économiques des États-Unis, et en plus il y a une grosse communauté juive, genre c'est vraiment, mais comment quoi, bref. Notamment en effet Caroline Fourest, qui trouve comme explication à son incrédulité de voir Zoran Mamdani gagner cette primaire démocrate, que ça doit être forcément les frères musulmans. À New York, ville refuge, les démocrates ont élu un candidat violemment antisioniste et proche des frères pour la mairie. C'est dire si l'Amérique s'enfonce dans la polarisation. Surpris? Pas si vous lisez Franc-Tireur, car là aussi, un article de Simone Rodan l'avait prévu. À New York, à gauche, droit dans le mur, etc. Donc voilà, c'est la faute des frères musulmans. Et puis de toute façon, regardez, c'est le complot international. Et c'est la polarisation. Parce que regardez, vraiment, on n'écoute plus les gens qui sont rationnels, etc. Alors que même les gens rationnels de gauche, ceux qui ont eu peur de soutenir Zoran Mamdani, ils l'ont soutenu en soutenant Brad Lander, par exemple. Mais bref. Et du coup, donc j'ai regardé le Huffington Post, qui du coup, quand tu te poses la question de comment ça, les gens ont voté pour quelqu'un qu'on veut pas pour qui les gens votent, la solution, ça a été quoi? Ça a été ah, mais il a fait des edits sur TikTok. Il est jeune, il est drôle, il est de gauche et il a séduit la Gen Z new-yorkaise. So what's your take? I should be the mayor. Lui, c'est Zoran Mamdani. Il veut être maire de New York et pour ça, il se présente à la primaire démocrate qui a lieu ce mardi 24 juin. Parce que du coup, en face, tu commences à avoir les démocrates qui disent « Oh là là, il faut qu'on fasse des TikTok. Nous aussi, il faut qu'on apprenne. » Et je crois qu'il y a un démocrate qui a tweeté ça en mode « Il faut vraiment qu'on apprenne à faire des TikTok et à faire campagne sur les réseaux sociaux. » Frère, alors, faire campagne sur les réseaux sociaux, c'est très utile, c'est important, etc. Mais si tu fais campagne sur les réseaux sociaux en disant « Rien ne va changer, vous inquiétez pas, business as usual, personne va voter pour toi. » Ok, il a fait campagne sur les réseaux sociaux, mais avant tout, il a fait une campagne de classe. Il a fait une campagne où il a martelé la raison pour laquelle les gens se rappelaient de Mamdani, c'est qu'il disait les bus ils vont être gratuits et les loyers ils vont être figés. Et à l'inverse, Andrew Cuomo, pourquoi les gens se rappelaient de lui? Parce qu'il avait des scandales sexuels au cul et qu'il avait piqué de l'argent à la RATP new-yorkaise. Donc Cuomo, il pique dans la caisse et c'est un agresseur. Zoran Mamdani, il a des propositions vraiment pour changer notre vie. C'est ça, c'est avec ça qu'il a gagné. Bref, et il est aussi jeune, sexy et de gauche, bien évidemment. Les résultats ne sont pas encore tombés, mais une chose est déjà sûre, il a conquis les réseaux sociaux. I pass the phone to our future mayor. Hello everyone, election day is on Tuesday, June 24th. Come out and vote. L'homme politique de 33 ans a mis toutes les chances de son côté en menant sa campagne de A à Z sur TikTok. Non, il n'a pas mené sa campagne de A à Z sur TikTok. Ce n'est pas un candidat TikTok comme en Roumanie, par exemple. En Roumanie, on a eu un candidat qui était full TikTok, financé à fond. On avait vu ce truc-là sur la Roumanie avec le candidat qui avait financé à balle des influenceurs sur TikTok et que du coup, il est arrivé comme ça, on s'attendait même pas et en fait, il n'y a pas eu de tricherie dans les votes. En fait, c'est juste que tu avais une masse de personnes qui, sur les réseaux sociaux, voilà. Non, lui, il a fait une campagne, une vraie campagne. Il a fait des porte-à-porte à fond. Il a une campagne de porte-à-porte hyper intense. Des tractages, bien évidemment. Certaines apparitions sur les médias, etc. Mais globalement, les médias, à part lui dire qu'il était ramasse, ils avaient rien à dire de plus, quoi. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que quand il y a un candidat que les gens ils s'attendent pas à voir, ils disent ça doit être la faute à TikTok, voilà, ça doit être ça. Quand on sait le mood qu'il y a en ce moment où Glucksmann veut interdire TikTok, où les États-Unis ont voulu interdire TikTok, que bon, c'est un marché à récupérer et que de toute façon c'est chinois, blablabla, etc. Alors gérant, je sais pas quoi, où il y a de plus en plus de velléités de censure des réseaux sociaux, où dès que tu parles des réseaux sociaux et des jeunes, c'est TikTok est un problème pour la jeunesse sans se poser d'autres questions de pourquoi les jeunes ils sont dépressifs. Bah, ça fait sens, c'est que pourquoi ils disent il a gagné grâce à TikTok? Pas pour analyser sa stratégie de communication, mais pour dire c'est bien la preuve qu'il faut interdire TikTok parce que du coup, à cause de ça, on a des candidats bizarres qui gagnent, quoi. C'est ça. Le message sous-jacent dans le contexte actuel. Des vidéos courtes où il a toujours le sourire, le candidat explique son programme qu'il résume en 3 points. I'll make buses fast and free. So I can just get where I'm going. I'll make childcare available to all New Yorkers at no cost. I want to raise my kid in New York. And I'll freeze the rent for every single rent-stabilized tenant. These Eric Adams rent hikes are killing us. Il utilise TikTok pour faire de l'autodérision, My team says I move my hands too much in these videos, so for this one, they're staying in my pockets. mais aussi pour tacler ses adversaires, notamment Andrew Cuomo. Let's send Andrew Cuomo. Back to the suburbs. Donc là, c'était la fameuse vidéo avec Brad Lander où il disait votez pour moi en premier, élu en deuxième, ou votez pour moi en premier, élu en deuxième, bref, votez pour nous, etc. Oui, il est en camis, il a des meufs avec des kéfiers dans sa vidéo, genre. Genre les gens, putain, c'est pas en France qu'on verrait ça. Hein. Parce qu'en plus, en vrai de vrai, pour être honnête, aux États-Unis, t'as un peu le côté multiculturel, gna gna gna, etc. Ça veut pas forcément dire que tu peux te faire élire si tu viens en camis. Hein. Je veux dire, à un moment, bon, il y a le multiculturalisme,
Il y a aussi le racisme, on va pas se mentir. Après, New York, c'est pas les États-Unis non plus. Non, c'est clair que New York, c'est New York. Après, très souvent, la personne qui est élue comme maire de New York se retrouve avec des articles en mode peut-être cette personne vise la présidence, etc. C'est souvent considéré comme un gros tremplin à la fois pour une carrière politique. Il me semble que Mamdani, il n'est pas éligible à être élu président parce que c'est un immigré. Mais par contre, ça lui donne un poids immense dans le Parti démocrate, ou du moins un prétexte supplémentaire au Parti démocrate de redoubler d'efforts pour détruire son aile gauche. Je ne sais pas qu'un maire de New York a été élu président. Non, alors, il n'y a pas de précédent pour... C'est assez bizarre, il n'y a pas de précédent pour ça, mais c'est souvent la spéculation médiatique. C'est que les médias voient souvent le maire de New York comme un homme fort politique qui peut avoir des ambitions plus larges, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Voilà, quoi. L'ancien gouverneur Oui, de ça New donne York du clout. est également démocrate, mais beaucoup moins à gauche. Il a démissionné de son poste en 2021 après des accusations de harcèlement sexuel. Et d'ailleurs, ce clash de Zoran Mamdani sur le sujet est vite devenu un son populaire sur TikTok. To Mr. Cuomo, I have never had to resign in disgrace. I have never cut Medicaid. I have never stolen hundreds of millions of dollars from the MTA. I have never hounded the 13 women who credibly accused me of sexual harassment. I have never sued for their gynecological records. And I have never done those things because I am not you, Mr. Cuomo. L'équipe de Zoran Mamdani a tout donné, organisant une soirée de levée de fonds avec plein d'artistes dans une boîte de nuit. Il s'est retrouvé dans des concerts et des émissions Twitch, et tout ça a attiré le gratin des influenceurs new-yorkais. Parce qu'il a fait une politique populiste. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'argent dans les super PAC. Je crois qu'il avait une PAC, mais qui a eu pas beaucoup de thunes par rapport au reste de financement. Et il a fait une immense levée de fonds. Et comment il a reçu sa thune? En faisant une levée de fonds auprès des gens. Il a fait vraiment une politique populiste avec tous les moyens qu'il avait. Et voilà, quoi. Ces derniers ont donc pris le relais pour faire sa pub partout sur TikTok, avec un déluge de montage en musique et d'appels au vote. Et encore une fois, bon, d'accord, ok, les gens ont fait sa pub sur TikTok. Ok, encore, ça a de l'importance. Ok, c'est Mélenchon. Bah oui, c'est Mélenchon d'ailleurs a soutenu Zoran Mamdani. Et à sa victoire à la primaire, t'as globalement tous les élus insoumis, tous les insoumis qui l'ont félicité et qui ont dit ah incroyable, trop bien, envoyez-le à la mairie, quoi. Les influenceurs ont carrément fait des tutos. If you're in New York City, I urge you to vote for Zoran for the mayoral election, and I urge you to vote like this. Mostly do not rank Andrew Cuomo. Des influenceurs plus ou moins connus se sont filmés en train de faire du porte-à-porte, publiant même des vlogs de vote. Et tu vois, donc moi je trouve que c'est marrant, genre oh là là, il a fait campagne uniquement sur les réseaux sociaux. Et après tu dis, des influenceurs se sont filmés en train de faire des porte-à-porte. Donc il a fait des porte-à-porte. Donc il a fait une vraie campagne. Et oui, et en effet, une campagne très féminine aussi. Vraiment, oui, c'est vraiment juste, c'est les insoumis, quoi. Franchement, 2027, pour la campagne de la France insoumise, les insoumis, faites ça. Faites vos tutos, vote, etc. Faites vos vlogs porte-à-porte. Faites vos trucs, etc. Faites ça. Campagne bottom-up qui gagne, logique. Bah oui, c'est une campagne populiste, grassroots, comme on dit en anglais, quoi. Il a gagné. Et donc, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu dans le traitement un petit peu qu'il y a de sa campagne. C'est qu'il y a ce traitement vraiment en mode oh là là, c'est le candidat TikTok. Il a gagné grâce aux réseaux sociaux. Ou alors, quand t'es Caroline Fourest, c'est à cause de la polarisation et des frères musulmans. Alors que, frère, le mec, il est chiite. Quel rapport avec les frères musulmans? Déjà, genre, ce n'est pas la même orientation religieuse. Oui, hashtag arabe, oui. Alors qu'en plus, il est même pas arabe. Il est indo-ougandais. Il est littéralement pas arabe. Il est juste musulman. Mais donc, ça a été quoi sa campagne à lui? Donc, il y a un article de Jacobin qui date de pendant la campagne, hein, donc il n'avait pas encore gagné. Donc, le type d'opération de porte-à-porte de masse menée par des bénévoles que la campagne de Zoran Mamdani pour la mairie de New York a mis en place est le moyen de lutter contre la montée de l'autoritarisme et l'érosion de la démocratie. Les sondages sont notoirement instables, mais les sondages récents dans la course à la mairie de New York ont été assez cohérents. Le candidat socialiste à la mairie de New York, Zoran Mamdani, après 10 tours de simulation de vote préférentiel, est à 10 points de l'ancien gouverneur Andrew Cuomo le favori. Donc ça, c'est encore la période où il y avait les sondages, etc. Mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est que ça décrit vraiment le mode de campagne et qu'il a vraiment fait une campagne outre TikTok, qui ont leur importance. Hein. Je ne vais pas commencer à dire que les streamers politiques, Hassan Abi n'a pas eu d'importance, etc. Mais ça a une importance particulièrement à la marge sur des gens qui vont être convaincus de voter. Mais ça a aussi une incidence sur les gens qui vont militer. Et que, en fait, genre, typiquement, moi, quand je vous parle, oui, je ne fais pas de la massification de gens qui vont... Et peut-être qu'il y a des gens que je vais pousser à aller voter, qui vont me découvrir comme ça, qui vont dire « Ah là là, incroyable, j'ai peut-être voté Mélenchon, etc. » J'étais pas sûr, mais voilà. Mais surtout, je parle à des gens qui potentiellement vont militer. Et je vous appelle tout le temps à aller militer, justement. Et en fait, c'est ça l'importance que ça a. C'est que à gauche, on n'a pas l'argent, mais on a les gens.
comme dirait François Ruffin. Et en fait, c'est la réalité, c'est que nos campagnes, on les fait à la sueur de nos bras, on les fait avec une mobilisation, on les fait en toquant à un maximum de portes, en parlant à un maximum de gens, en commençant notre campagne le plus tôt possible. Et donc, c'est sur la quantité. C'est pour ça qu'on se vante de la quantité de nos mobilisations, de la quantité des personnes qui sont inscrites sur Action Populaire, etc. Parce qu'en fait, c'est le seul capital politique qu'on a. Et donc, c'est pour ça que moi, la vision uniquement au travers de TikTok, je la trouve tellement énervante. Député du Queens, peu connu et relativement nouveau. Donc c'est un élu local du coup, un élu de l'Assemblée locale du Queens. Mamdani s'est lancé dans la course avec un faible pourcentage d'avance. Parmi la douzaine de candidats en lice, la course se joue désormais essentiellement entre Mamdani et genre le mec il s'est pointé de nulle part, mais bah ouais, il a grimpé quoi, parce que il a engrangé des militants et des militants qui l'ont rejoint progressivement au long de la campagne. Le succès de Mamdani s'explique par de nombreuses raisons, notamment son engagement constant en faveur de l'accessibilité financière dans une ville en proie à une crise économique dévastatrice. Parce qu'il a fait campagne sur du fond, là où Cuomo, il a fait une campagne en cherchant à dénigrer Mamdani en disant oui, il va être dangereux, regardez les juifs, il va être dangereux pour les juifs ne veulent pas de lui, etc. Bah lui, il a fait campagne sur des trucs concret. Il a fait campagne sur le programme. Mais l'une des plus importantes est l'armée de milliers de bénévoles qui animent la campagne. Dans un contexte de montée de l'autoritarisme au sein du gouvernement fédéral américain, la campagne de Mamdani nourrit un appétit de participation par le biais de pratiques de campagne traditionnelles, consistant à dialoguer avec ses voisins et à les persuader. Si une partie du remède à la montée de l'autoritarisme réside dans un engagement démocratique plus modeste, Mamdani y parvient. En une semaine, fin mai, du lundi au dimanche, la campagne a toqué à 95 321 portes, contre environ 40 000 par semaine en avril. À la fin de la semaine dernière, la campagne avait frappé à 644 755 portes et contacté 261 051 personnes. Une seule campagne de démarchage à Bedford-Stuyvesant ce week-end a permis de toucher plus de 9 000 personnes. Une campagne conjointe avec la conseillère municipale socialiste Alexa Aviles, un dimanche à Sunset Park, a permis de toucher plus de 3 800 personnes. Les campagnes de démarchage ont également été impressionnantes, non seulement dans le quartier politiquement actif de Brooklyn et dans le Queens, fief de Mamdani, mais aussi dans le Bronx et à Staten Island. Oui, alors dans les chiffres électoraux, il a engrangé genre une quarantaine de pourcents à Staten Island. Staten Island, c'est un endroit de bourges. Genre vraiment, c'est l'endroit des blancs. Bah, il y a des prolos aussi à Staten Island. Mais c'est vraiment le truc de mais attends, mais je regardais le stream de Hassan Abi qui était en mode mais attends, les hommes blancs de Staten Island sont allés voter, incroyable. Oui, des bourges italiens, donc pro-Como, exactement, des bourges italiens qui normalement devraient être massivement pro-Como, mais qui ont quand même, ils ont mis Cuomo en tête. Mais Mamdani, il était pas loin derrière à Staten Island, donc c'est quand même incroyable. Tout cela est possible grâce à l'engagement bénévole de 26 425 New-Yorkais. 26 000. Un nombre impressionnant de 4 000 personnes se sont inscrites grâce à un bénévole qui a frappé à leur porte. Typiquement, les porte-à-porte ont aussi servi à recruter des militants. Tu toques à la porte, etc. Tu dis, est-ce que tu voudrais t'engager dans la campagne? Est-ce que tu veux aller plus loin? Ah tiens, t'y crois, etc. Est-ce que tu veux rejoindre la team des gens qui se battent pour que ce en quoi tu crois devienne réalité, etc. Et ça permet aussi, les porte-à-porte, les gens, ça permet aussi de recruter des militants. Ça permet de recruter des gens en mode, ah bah tiens, tu peux venir à telle réunion, si ça t'intéresse, si tu veux te bouger, etc. Et c'est aussi à ça que ça sert les porte-à-porte. Ce qui est également remarquable, c'est la profondeur de l'engagement de certains de ces bénévoles. Près de 400 personnes sont devenues chefs de terrain, ce qui signifie qu'elles se sont formées et engagées pour prendre en charge une campagne de démarchage hebdomadaire. Parce qu'en plus, vraiment, quand tu organises des campagnes localement, etc., c'est vraiment, t'es le chef du truc, tu coordonnes les bails et tu dis, vas-y, on va aller à tel et tel endroit, tu quadrilles le bail. Enfin, c'est une folie, en fait. C'est une équipe militante de fou. Ce qui est également remarquable, c'est que près de 400 personnes sont devenues chefs de terrain, ce qui signifie qu'elles sont formées et engagées pour prendre en charge une campagne de démarchage hebdomadaire. Tasha Van Hocken, directrice de campagne, a participé à de nombreuses campagnes. Son engagement dans la politique électorale des socialistes démocrates d'Amérique, DSA, donc les Democratic Socialists of America, remonte à plusieurs années, mais la première campagne à laquelle elle a participé était celle de Barack Obama en 2008. Elle connaît donc bien le travail d'organisation bénévole massif. Elle se dit toutefois surprise par les résultats obtenus par la campagne Mamdani. Ce sont des chiffres vraiment impressionnant. Donc même une meuf qui est une vieille de la vieille, les Democratic Socialists of America, et Dieu sait que... Parce qu'aux États-Unis, il faut aussi mettre ça en perspective, c'est que aux États-Unis, ils ont des techniques de coordination militante qui sont mais à des années-lumière de ce qu'on a en France. Genre c'est vraiment... Et d'ailleurs, en vrai de vrai, beaucoup des pratiques de la France insoumise sont directement inspirées des méthodes états-uniennes, que ce soit la plateforme Action Populaire qui était beaucoup inspirée de la campagne de Bernie Sanders, mais aussi quand on a parlé de la méthode Alinsky à l'ancienne en 2017, l'approche vraiment avec une centralité des porte-à-porte sur les campagnes de tractage et autres campagnes médiatiques, le truc comme ça, qui est en fait un truc qui se fait déjà énormément aux États-Unis, avec des applications de gestion des porte-à-porte qui sont déjà turbo-développées, etc., et qui commencent aussi un petit peu à être développées, je crois, à la France insoumise. Et c'est vraiment des méthodes qui sont impressionnantes de fou, mais du coup, même dans ces méthodes
impressionnante. Ils ont eu des résultats impressionnants par rapport à déjà ce que ça se fait aux États-Unis, quoi. Le message et la spécificité du programme de Mamdani trouvent un écho dans la situation difficile des New-Yorkais. Alors que la démocratie américaine traverse l'une des périodes les plus sombres depuis sa fondation, nombreux sont ceux qui sont séduits par l'espoir insatiable de la campagne et par la joie salutaire de l'engagement civique, de discuter avec leurs voisins de la manière dont la ville pourrait être un meilleur endroit pour tous. Andrew Epstein, directeur de la communication de la campagne, note également que depuis la fin de la deuxième campagne de Bernie Sanders, la gauche a soif d'un grand projet gagnable. D'une certaine manière, explique Van Auken, ça ressemble beaucoup aux autres campagnes DSA pour les élus, mais à plus grande échelle. En fait, c'est que globalement, ils ont fait un peu pareil que les démocratiques socialistes américains, ils ont fait ce qu'ils savaient faire, mais à une échelle qui est beaucoup plus grande, avec des résultats beaucoup plus grands, et avec aussi une base militante qui grandissait encore plus, quoi. Les bénévoles viendront et reviendront, dit-elle, avec le bon candidat au bon moment, mais avec une structure qui permet aux gens de se joindre à nous, d'apprendre, de nouer des relations enrichissantes, d'avoir des conversations constructives avec les électeurs et de contribuer à la construction d'un pouvoir collectif. Les gens en ont envie. Et ça fait encore une fois beaucoup penser à la France insoumise, parce que la France insoumise ne vient pas de nulle part, ne s'est pas inspirée de rien. Une structure qui permet aux gens de rejoindre, d'apprendre, de venir et de revenir avec le bon candidat au bon moment. Bah, c'est un peu le parti, le mouvement gazeux qui permet l'engagement quand tu veux, quand tu peux, à l'échelle de tes capacités, etc. Mais avec éventuellement une plus grande rétention des militants, des bénévoles, etc. Mais il y a toujours une rétention des militants d'une élection à l'autre, mais qui permet aussi la fluidité des gens qui veulent se greffer à la campagne et y participer. Un certain scepticisme règne au sein du Parti démocrate quant au démarchage électoral, certains soulignant l'échec des importantes opérations de terrain menées par la campagne de Kamala Harris en Pennsylvanie. Mais le démarchage électoral pour un candidat socialiste est différent. C'est comparer des pommes et des oranges, déclarait Epstein. Bah oui, parce que le Parti démocrate, ils sont en mode non, mais le porte-à-porte massif, ça marche pas tant que ça. On l'a fait pour Kamala Harris et ça a pas gagné. Bah oui, bah en même temps, oui, il faut du porte-à-porte et des propositions de gauche en fait, tout simplement. Lors d'une élection présidentielle, les gens sont à l'écoute. Ils ont déjà des opinions bien arrêtées. Une élection municipale en juin, une année creuse et toute autre histoire. Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse remplacer lors d'une élection à New York l'expérience d'être visité par un compatriote. Et c'est aussi ça, c'est que, évidemment, que dans une élection locale, le porte-à-porte a d'autant plus de sens que tu parles de local. Donc, c'est tes voisins. Et c'est les gens qui vivent dans la même ville que toi, dans le même quartier que toi. Et du coup, il y a une proximité aussi qui est beaucoup plus grande que quand les médias nationaux se font déjà le relais de la campagne, notamment présidentielle, surtout quand on connaît la campagne présidentielle états-unienne. Mais il ne faut pas sous-estimer les campagnes de porte-à-porte pour autant. Le programme de Mamdani gèle des loyers dans près d'1 million de logements sociaux de la ville, service de bus rapide et gratuit, construction de 200 000 nouveaux logements sociaux publics et épiceries municipales pour réduire le coût des construits. C'est notre truc qui voulait faire des épiceries municipales. J'ai regardé un plateau de CNN, ils étaient en PLS. Comment ça ? Des épiceries municipales, mais c'est le soviétique, c'est un bolchevique. Il veut que l'État, enfin plutôt que la municipalité, se substitue au capital pour nos petits travailleurs qui veut que ce soit géré. Mais comment ça ? Bah oui, des épiceries municipales, oui, une sécurité sociale de la bouffe pendant qu'on y est. Bah, c'est la première étape pour une sécurité sociale de la bouffe, les gens. Genre, c'est des épiceries qui sont possédées par la municipalité et qui te garantissent des prix bloqués. C'est la base, quoi. Et c'est là que les gens qui disent « Oh là là, c'est un SOSDEM, est-ce que c'est un vrai socialiste, etc. » Oui, c'est un vrai socialiste. Après, encore une fois, est-ce qu'à l'épreuve du pouvoir, ça va bouger, ça va peut-être avoir des renoncements parce que, etc. Mais oui, c'est vraiment une politique socialistes, les gens. Les opérations sur le terrain façonnent également le message de la campagne. Par exemple, les démarcheurs ont constaté que de nombreux électeurs ne comprenaient pas le fonctionnement du vote préférentiel ou n'avaient pas compris l'importance d'exclure complètement les candidats qui ne souhaitaient pas voter plutôt que de les classer en dernier. Donc voilà, tout le truc dont on est en mode, alors en fait, il faut que tu ordonnes tes choix en fonction de qui tu préfères. Mais surtout, ne classe pas Cuomo dans tes trucs. Tu sais, c'est compliqué, c'est un peu une usine à gaz. Et du coup, d'où l'importance aussi de l'accès aux droits civiques, l'inscription sur les campagnes électorales, l'information sur les élections, sur comment elle fonctionne. La campagne Mamdani a mis l'accent sur l'éducation des électeurs au processus du vote préférentiel grâce à ces échanges. Ce renouveau de la participation démocratique est ce que réclament de nombreux membres du Parti démocrate face à la crise actuelle de l'administration Trump. Pourtant, le favori démocrate dans cette course, Andrew Cuomo, donc c'est vraiment le favori du parti, c'est vraiment celui qui est soutenu par le parti, semble mépriser tout cela. Cuomo apparaît rarement en public. Le débat des candidats à la mairie de cette semaine était sa première confrontation, non seulement avec ses collègues candidats, mais avec la plupart des New-Yorkais. Et personne n'a encore vu le moindre signe de ces opérations de terrain. Donc globalement, Cuomo, il a pas fait campagne. Ah bah ouais, quand tu fais pas campagne, tu gagnes pas. Tu peux avoir de la thune, ça aide parfois d'avoir de la thune, etc. Mais ça suffit pas. Il se montre peu respectueux des réformes démocratiques mises en place par New York pour limiter l'influence des entreprises. Le programme de matching funds de l'État permet aux candidats qui reçoivent 250 000 $ de petits dons de la part d'un millier de donateurs de la ville de bénéficier d'un abondement de ces dons. En gros, voilà, il y a un programme en fait où tu peux compenser tu peux recevoir en fait des financements
si le peuple te finance. Ce qui est plutôt pas mal. Mamdani a atteint ce seuil en un temps record en mars. Cuomo a manqué à plusieurs reprises de bénéficier de ces abondements. Donc Mamdani, comme il avait le peuple qui lui donnait de la thune, bah du coup il a bénéficié de financements en fait supplémentaires pour sa campagne. Et sauf que Cuomo, comme le peuple ne lui a pas donné d'argent, bah du coup il n'a pas eu ces financements-là. Bien sûr, l'engouement de Mamdani ne se limite pas aux conversations individuelles. C'est aussi un communicateur talentueux, doté de publicités percutantes sur les réseaux sociaux, comme Cuomo lui-même l'a reconnu lors du récent débat. Et un véritable aimant pour ce qu'on appelle dans le milieu les médias acquis, couverture journalistique gratuite par opposition à publicité. Mais sans ces bénévoles, il ne serait qu'un bon sujet. En fait, c'est que du coup, les gens parlent de lui parce qu'il a des bons TikTok, mais s'il n'avait pas des gens sur le terrain qui font vraiment campagne, ce serait juste un sujet un peu divertissant en mode « Oh, insolite, voilà, le TikTok, il est tellement rigolo, mais il n'est pas vraiment... voilà ». Et c'est pour ça que ça m'énerve quand les gens y réduisent la campagne de Mamdani à TikTok, c'est que TikTok n'a de fonction que de se faire le porte-voix de la campagne de terrain massive qu'il est en train de mener. Il passe de pittoresque à crédible avec ses militants. Exactement, Shadowmega. Avec ses milliers de bénévoles, il est un sérieux prétendant. Ses chiffres de campagne électorale sont tout simplement incroyables, a déclaré Michael Spear, professeur d'histoire et de sciences politiques à Kingsborough Community College de Brooklyn, lorsque je l'ai appelé pour lui demander si une campagne politique récente avait galvanisé les New-Yorkais à une telle échelle. Je ne pense pas qu'il n'y ait rien de comparable dans l'histoire de New York. En 1981, la campagne municipale de Frank Barbaro, proche du Parti communiste et affilié au Parti travailliste américain, suscita l'enthousiasme des bénévoles et eut un impact durable, même si l'influence nationale de la gauche socialiste était quasiment anéantie. Barbaro ne remporta pas la mairie, mais Spear cite également les campagnes au congrès du socialiste Vito Marcantonio, qui exerça 8 mandats à partir de 1934. Pendant la majeure partie de sa carrière, Marcantonio fut lui aussi membre du Parti travailliste américain, qui entretenait des liens étroits avec les quartiers de New York, ainsi qu'avec des organisations allant des journaux yiddish aux syndicats, en passant par les logements sociaux et les coopératives d'habitation. Un écosystème que Democratic Socialist of America ne possède pas encore. Voilà, c'est que genre fut un temps, notamment à l'époque où il y avait encore des communistes et des socialistes un peu partout, qui avaient des structures, qui avaient des liens avec les syndicats, avec les HLM, les trucs comme ça, etc. Bah, il y avait aussi des campagnes comme ça qui pouvaient se faire, que les gens gagnent ou pas. Là, en l'occurrence, en 34, le mec, il avait plusieurs fois été réélu, etc. Mais, bah, en fait, la gauche a été activement tuée aux États-Unis, mais du coup le fait que Mamdani réactive cette mémoire-là, d'une époque où la gauche était plus puissante, donne de l'espoir. Mais avec une telle armée de sympathisants dans toute la ville, Mamdani et les Democratic Socialist of America de New York pourraient œuvrer à ce renforcement. La campagne de Mamdani a permis d'augmenter le nombre d'adhérents aux démocrates socialistes de plus de 40%, avec plus de 2400 nouveaux membres. La campagne a également touché les communautés musulmanes et sud-asiatiques. Mamdani a reçu le soutien de certains imams africains, du Muslim Democratic Club, des Bangladeshi Americans for Political Progress et d'autres. Fait inhabituel pour une campagne de gauche, il a même obtenu le soutien de quelques syndicats. De même que le Parti des familles travailleuses, Working Families Party, qui a accordé à Mamdani la première place la semaine dernière. Le Working Families Party n'est pas comparable à l'ALP d'antan, j'imagine qu'est le parti travailliste, et n'a plus l'influence d'autrefois, mais il représente néanmoins un large éventail de la classe ouvrière new-yorkaise. Si la gauche ne dispose plus de ce que Spear appelle l'incroyable réseau institutionnel dont elle bénéficiait avant les décennies de guerre froide et de néolibéralisme, le niveau de soutien populaire de Mamdani, selon lui, est stupéfiant. La campagne pourrait contribuer à construire ce réseau qui a autrefois fait de la gauche une force redoutable dans la ville. Un réseau qui a contribué à créer les espaces publics, les logements abordables et les services publics qui ont permis à tant de New-Yorkais de la classe ouvrière de s'épanouir. Une ville où chacun a sa place, comme le dit souvent Mamdani. Il semble y avoir une forte envie de vivre dans un tel endroit et les milliers de New-Yorkais qui frappent aux portes semblent prêts à le construire. Et donc, si LFI promet le kebab à 5 €, c'est la victoire assumée. Mais regardez, New York is suffering from a crisis. And it's called halalflation. Voilà, la halalflation de New York. Today, we're going to get to the bottom of this. How much does a plate of halal cost right now from this truck? $10. $10. Chicken over rice, lamb over rice, $10. $10? Yeah. When you're a street vendor, you have to pay Et en for plus, food. C'est les gens. C'est un exemple parfait d'une campagne populiste efficace. On fait un truc, c'est une blague en mode « Ah, les kebabs à 5 €. » Très bien, les kebabs à 5 €. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire une campagne contre les kebabiers. Parce que si le kebabier il met le kebab à plus de 5 €, et s'il met le kebab à 10 €, c'est aussi... Enfin, il aimerait bien le mettre moins cher pour que les gens puissent acheter son kebab. Il a tout intérêt à baisser les prix. Sauf qu'en fait, pourquoi est-ce que les prix sont aussi hauts? Donc tu vas voir les personnes. Et donc lui, il va voir le mec en mode « Ok, ça te coûte combien en fait à toi en tant que vendeur de street food, etc. À toi, ça te coûte combien à produire? C'est-à-dire à quel point ce prix élevé est un signe que ça te met dans la merde de toi et que t'es un travailleur. Voilà, c'est ça. Au lieu de dire que le kebabier est un petit bourgeois, Mamdani il va le voir en mode How much do you have to pay for your permit? Donc combien tu dois payer pour ton permis? Before it was 22K. 17,000. How much does a license cost if you get it from the city? I think 400. And who are you paying? The permit owner. You're not paying the city. No.
You pay the permit owner $22,000 just so you can sell this food. Donc, en gros, ce qu'il explique, c'est que tu as des gens qui achètent 400 balles des permis auprès de la mairie de New York et qui le revendent 20 000 balles à des petits travailleurs qui sont en fait des locataires parce que du coup, oui, le kebabier de New York est un prolétaire ubérisé. Et donc, il dit, bon, très bien, dans ce cas, c'est un truc important. C'est un truc qui vous montre l'augmentation des prix, la halalflation. On part un petit peu du même, ah là là, on met les kebabs à 5 €, etc., la halalflation, etc. Et on parle d'un vrai sujet politique qui est, c'est quoi l'arnaque? Comment les gens extraient et sucent la plus-value à des travailleurs, etc., etc. And who is this? A random guy. Have you ever applied for a permit? Yeah, I'm applied and no come anything. Et l'autre problème, c'est que du coup, tu as demandé un permis à la ville et la ville ne t'a pas accordé son permis. Du coup, tu es obligé de passer par des arnaqueurs. Et du coup, la ville a une responsabilité, déjà de faire la chasse aux arnaqueurs et en plus de ça, de faciliter l'accès à ces permis. Comme les licences de taxi en France, oui, c'est pour ça qu'ils se retrouvent ubérisés à leur tour. Bon, là, c'est l'équivalent de s'ils se retrouvaient ubérisés à acheter des licences de taxi à des gens qui possèdent des licences de taxi. Et bon, ça marche pas comme ça. Mais c'est un peu l'équivalent, ouais. After 2 years, you're number 3,800. Yes. Après 2 ans de liste d'attente pour obtenir son permis de la part de la ville de New York, il est le 3800e sur la liste d'attente. These are the 4 bills that are sitting in the city council right now, which would give these vendors their own permits and make your halal more affordable. Et donc il dit, donc voilà les lois qui poireautent et qui sont toujours pas passées à la mairie de New York pour permettre à ces vendeurs de bouffe halal et à vous-même de pouvoir donc eux vendre moins cher et vous d'acheter moins cher. But Eric Adams hasn't said a single word about them. If you own the permit, then how much would you charge for the plate? $7. Et donc voilà, donc si t'avais ton permis toi-même, ce serait combien le plat? C'est $7, $8 quoi. If I was the mayor, I'd be working with city council from day one to make halal $8 again. So, how would it taste? Tastes like $10, but it should be 8. Et voilà, et c'est comme ça que tu fais une campagne populiste d'éducation populaire, d'éducation aussi économique, sur pourquoi tu payes aussi cher, etc. C'est quoi l'inflation, c'est pas un truc magique, etc. Ah là là, on n'y peut rien, c'est des décisions concrètes, etc. Et voilà, et c'est pour ça qu'il est trop fort. Pourquoi le Parti démocrate va lui mettre des bâtons dans les roues? Parce que s'il est élu maire de New York, et en vrai, s'il est soutenu vraiment par le Parti démocrate et que le Parti démocrate le soutient et se met derrière lui pour la campagne, il y a des chances qu'il devienne maire de New York, ce qui lui donne un poids immense au sein du Parti démocrate. Et le Parti démocrate aujourd'hui est totalement divisé, totalement polarisé, mais tu as une grosse partie des éléphants du... C'est un peu comme le PS. Tu as une grosse partie des éléphants du Parti démocrate qui essayent de ramener le Parti démocrate plus à droite pour récupérer les électeurs trumpistes. Donc en fait, tu as une lutte en fait en ce moment à l'intérieur du Parti démocrate sur la jeunesse qui veut pousser plus à gauche et l'arrière-garde qui veut gagner les élections au centre, donc c'est-à-dire à droite, voire à l'extrême droite. Donc c'est pour ça que le Parti démocrate risque de lui mettre des bâtons dans les roues, c'est à cause de tout ça. On préfère quelqu'un qui n'est pas de leur parti. Alors, par exemple, le maire sortant, Eric Adams, que tout le monde déteste, il était au Parti républicain, il a switché, il est passé au Parti démocrate pour se faire élire à New York. Et maintenant, il va se présenter indépendant. Et par exemple, Andrew Cuomo, du coup, qui a perdu la primaire face à Zoran Mamdani, il réfléchit éventuellement à se présenter comme indépendant. Donc en fait, les éléphants du Parti démocrate, même si le parti officiellement est obligé de soutenir Mamdani, les éléphants eux-mêmes et les gens qui ont la thune pourraient se mettre derrière un des candidats indépendants qui est en fait proche de l'aile droite du Parti démocrate pour voilà. C'est la baise, tu vois, bref, tu connais quoi, c'est la baise quoi. Et donc alors évidemment, l'élection de la nomination de Zoran Mamdani aux primaires démocrates a fait rager. Et alors là, donc là, ça va être la partie où on s'amuse. Là, ça va être partie où on goûte les larmes des droitards et on goûte les larmes surtout des sionistes. New York City est tombée. Les bruits démoniaques des prières islamiques, des appels islamiques à la prière vont bientôt être entendus dans les rues. Les poubelles vont s'entasser encore plus haut que jamais. Juifs et chrétiens seront haïs. Le viol va augmenter. New York City sera le prochain Londres. Londonistan, pardon, qu'est-ce qu'ils ont? Désolé les Londoniens, je sais qu'on vous a critiqué quand vous êtes venus pour la fête de la musique, mais vous méritez pas ça, quoi. Ceux qui ont des diplômes universitaires ont voté 60-40 pour Mamdani. Ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire ont voté 60-40 pour Cuomo.
Que personne ne vienne me dire que notre système d'éducation supérieure n'est pas en train d'endoctriner notre jeunesse. Les villes qui sont tenues par des libéraux sont tellement foutues, putain de merde. Vous croirez qu'on aurait appris de San Francisco et de Chicago. Mais non. Pour les gens qui veulent avoir les datas pour San Francisco, je vous renvoie bien évidemment à mon podcast préféré, In Bed with the Right, qui a fait tout un épisode sur pourquoi les gens ils sont obsédés par San Francisco. Pourquoi il y a une telle parce qu'il y a une propagande aux États-Unis, il y a une propagande anti-San Francisco, qui est en fait une propagande anti-démocrate, qui est une propagande sur les crackheads, qui est une propagande en fait intense, où les droitards font des petites vidéos YouTube où ils vont où ils vont dans quelques rues de San Francisco, qui sont les rues qui sont connues pour être celles des crackheads. Donc en fait c'est vraiment les 2-3 rues des crackheads. Ils y vont et ils disent regardez vraiment, en fait vraiment saccage San Francisco, et c'est en mode parce que San Francisco c'est la ville du vice. C'est une ville tenue par des démocrates, là où il y a les homosexuels, donc ville libérale, où il y a des services publics justement pour aider et accueillir les toxicos, les jeunes LGBT à la rue, etc. Et donc c'est la preuve, regardez, de la décadence des élites libérales. Il y a toute une propagande anti-San Francisco à l'extrême droite. Oui, ça, c'est les Vincent Lapierre états-uniens, c'est pas saccage Paris, c'est saccage San Francisco. L'élection de Zoran est une catastrophe pour la civilisation occidentale. Nous sommes en train de perdre notre pays. Oui, parce que bien évidemment, le fait que Zoran Mamdani ait gagné la primaire, ça a été vraiment tout le monde qui était en mode l'Occident est foutu. Vraiment, nous allons tous chuter. Il va y avoir un nouveau 11 septembre. Unpopular opinion. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir du racisme et une république qui va bien que du socialisme multiculturel? Tous les hommes honnêtes savent que c'est vrai. Ils ont juste pas les couilles de le dire, hein? C'est vraiment le mec, il est en mode... C'est mieux d'avoir du racisme, une république qui va super bien, que du socialisme multiculturel. Du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a même pas mis du socialisme multiculturel et une république qui va pas bien, parce qu'il sous-entend que le socialisme multiculturel, ça va forcément être la ruine du monde. Sauf que moi, je vois socialisme multiculturel, je suis en mode basé, quoi. Laura Loomer, bien évidemment. Est-ce que j'ai un effet de voix pour elle. Il y aura un autre 11 septembre à New York. Et Zoran Mamdani sera celui à blâmer. Il faut absolument être misogyne dans les voix. Attention, attention. Laura Loomer qui est une Trumpiste. Voilà, enfin bref. Mais oui, c'est une folie. Là, en ce moment, il y a une campagne contre Zoran Mamdani en mode regardez. La ville de New York City est en ruine, elle va mourir. L'Occident est en ruine, il va mourir. C'est la décadence, c'est la déchéance. Vite, il faut le fascisme tout de suite maintenant pour pouvoir contrer la décadence de l'Occident, parce qu'il va y avoir un socialiste qui va mettre le halal à 8 €. Enfin, $8, à $7, $8. Enfin voilà. En tout cas, conclusion, vive Zoran Mamdani, continuez de chialer les droitards et aussi la droite du Parti démocrate. Et le combat ne fait que commencer. En vrai de vrai, on connaît voilà, les campagnes préliminaires, des campagnes, etc. Le combat ne fait que commencer pour Zoran Mamdani. Ce qui s'est pris en termes d'accusations, d'antisémitisme, d'islamophobie, de racisme en règle générale, de propagande anticommuniste, antisocialiste dans la tronche pendant la primaire, il va se la prendre x100 pour la vraie campagne municipale de New York. Donc la lutte ne fait que commencer. Il risque d'avoir vraiment des bâtons dans les roues, possiblement du Parti démocrate. On ne sait pas encore si Andrew Cuomo va se présenter en indépendant, mais bon, à ce stade, voilà. Mais c'est une élection à garder en tête, c'est une élection à observer. Gardez en tête l'article de Jacobin que je vous ai lu, parce qu'il y a aussi des apprentissages vis-à-vis du mode de militantisme et des stratégies militantes qui sont intéressantes à garder, à avoir en tête, et que les médias mainstream continuent de croire qu'il n'a que fait campagne sur TikTok. Croyez ce que vous voulez, si vous voulez. Oui, d'accord, il a fait des TikTok et c'est ça qui l'a fait gagner. Oui, c'est bien, mamie. Mais on sait très bien qu'il a gagné parce qu'il a eu des militants, et c'est ça qui est beau, c'est que parfois ça marche. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.